1er janvier 2014, j'étais pas bien, je me dis allez, maintenant je fais la liste des pays dans lesquels je rêve d'aller et je me promets que l'année prochaine j'y vais. Et il nous parle du principe de backyard ultra. Et donc nous on comprend que c'est une course de 6,7 km à faire en 1 heure. Il y a un départ qui est donné toutes les heures et l'objectif c'est de tester la résistance mentale et physique des coureurs. Ça a été créé par Lazarus Lake, le créateur de la Barclay. En fait, cette course, elle s'arrête quand il ne reste plus qu'une seule personne à courir, toute seule. Et là, on se dit, mais attends, mais ça n'existe pas en France. Pourquoi on ne lancerait pas le truc ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Maud Depps, voyageuse, ultra-traileuse et aussi ultra-entrepreneuse comme vous pourrez le constater. Le point de départ de tout cela, c'est probablement le jour où elle a décidé de tout quitter pour partir pendant 2 ans courir à travers le monde. Depuis, elle enchaîne les projets. Agence de voyage, de team building, podcast, création d'événements uniques en trail, bref, pas le temps de s'ennuyer. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Comment elle a fusionné ses passions pour le sport et le voyage en créant l'agence Trail the World. Comment elle en est venue à créer la toute première backyard ultra de France. Et pour finir, une anecdote sur son tout premier ultra trail, l'ultramarin. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Maud Depps. Bonjour Maud, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invitée, c'est très gentil à toi. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer, s'il te plaît ? Alors, moi je suis Maud Depps, j'ai 37 ans, je suis sportive ultra-traileuse et entrepreneuse. Ultra-entrepreneuse aussi peut-être. Voilà. Je tiens pas trop en place, j'adore faire beaucoup de choses. À côté du sport, je suis passionnée un peu de nourriture, je suis végétarienne. Et puis je crois que c'est tout. Si, j'habite au pied du Mont Ventoux. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit résumé de qui je suis, je crois. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, c'est quoi un petit peu ton histoire avec le sport et comment tu t'es pris de passion pour le trail en particulier ? Alors, le sport, en fait, j'en ai toujours fait en étant enfant, mais alors pas du tout de course à pied. J'ai fait de la danse classique jusqu'à, je pense, 10-11 ans. Et à un moment donné, j'en ai eu marre parce que c'était très strict, très rigoureux, la danse classique. C'était un peu compliqué. Puis on arrive à une période où l'autorité est un peu complexe à gérer, je pense. Et puis j'ai découvert un petit sport qui s'appelle le trampoline en vacances. Je me suis dit c'est cool d'en faire. Sauf que je savais pas qu'il y avait autant de rigueur dans le trampoline que dans la danse classique. Parce qu'en fait, on pense juste qu'on va sauter sur un trampoline, mais pas du tout. On fait beaucoup d'exercices avant de pouvoir monter sur le trampoline. J'ai testé ça un petit peu et après, je suis passée à un autre sport totalement différent, du full contact, de la boxe. Donc, j'ai pas un gros gabarit de boxeuse si les gens me connaissent plus ou moins. Mais en tout cas, je voulais tester. C'est très cardio, c'était chouette. J'en ai fait donc à partir de l'âge de 16 ans, pendant 1 année ou 2. Et puis après, il y a eu un gros blanc parce qu'il y avait les études. Je suis partie de chez moi, j'ai étudié à l'étranger, etc. Et puis, je me suis mise à travailler. Et à l'âge de 25 ans, donc il y a un petit gap entre je alternais, je faisais du sport, du fitness, mais c'était pas vraiment régulier. Et puis, vers 25 ans, je me retrouve dans une boîte où des gens vont aller courir et je me dis, vous faites quoi ? Est-ce que je peux venir avec vous ? Sauf que moi, j'étais pas du tout sportive. Je pars courir 10 minutes avec eux. Enfin, je pense qu'ils partaient pour une demi-heure d'ailleurs. Je pars 10 minutes avec eux et en fait, je n'arrive pas à courir. C'est-à-dire que je cours et je m'arrête, je me dis, mais c'est quoi ce sport pourri où on doit souffrir et en fait, on prend zéro plaisir. Donc, je me dis, ok, bon. Mais le principe était cool parce que j'étais avec mes collègues. Et puis, de fil en aiguille, ils me disent, ouais, cette année, donc là, on est peut-être en novembre 2012, je crois, on va participer au marathon semi-marathon de Paris. J'habitais du coup à Paris à cette époque. Et moi, je dis, carrément. Mais je savais pas en fait ce que c'était. Je me suis dit semi-marathon, j'avais pas fait le lien, tu vois, 21 km, 10 minutes de course à pied, la fille, elle était au bout de sa vie. Bref, je m'inscris, je crois que je suis une des seules qui s'inscrit. Et en fait, je motive des potes en disant, ouais, vas-y, viens, on court le semi-marathon ensemble. Et j'arrive à motiver 2-3 potes. Mes collègues, au final, ne courent pas ce semi-marathon parce qu'ils avaient des échéances, etc. Je m'entraîne à peine. Je pense une demi-heure par semaine à tout casser.
Donc, je pense que ça devait faire à l'époque peut-être moins de 4 km par semaine. Et je me trouve sur la ligne de départ. On est en mars 2013. Et là, comme tout coureur et coureuse qui débute, tu te dis, tu vas à fond. Sauf que les 10 premiers kilomètres, je pense que je faisais du 10 à l'heure qui n'était pas du tout ma vitesse d'entraînement. Je pense qu'à l'époque, je devais peut-être faire du 7 ou 8 km/h. Mais je fais ces 10 premiers kilomètres à fond. Je me dis, ouais, tout va bien, machin. Tu étais dans l'euphorie, tu sais, du monde. Et t'y vas. J'avais de la musique, j'avais mes copines à côté. Sauf que, au bout du 12e kilomètre, je capte qu'en fait, mon corps, il est pas entraîné pour faire les 21. Et là, je ralentis, je vacille, je me tiens en voiture. Enfin, c'est vraiment le cliché de la personne qui ne s'est pas entraînée, mais qui se lance sur un semi-marathon. Et puis, en fait, une de mes copines, Sophie, passait devant moi, revenait, etc. Et puis, on arrive, fil en aiguille, au 19e kilomètre. Et là, je dis, non, mais Sophie, je peux pas courir. Je suis au bout de ma vie, là. Vraiment, j'ai tout donné. Et elle me dit, mais Maud, je passe pas la ligne sans toi déjà, et je la passe pas en marchant, donc tu te débrouilles. Donc, ok, donc je me laisse 1 kilomètre, tu vois, de répit, donc jusqu'au 20e. Et à partir du 20e, on court ensemble ce dernier kilomètre avec Sophie et une de ses meilleures amies aussi qui était là pour l'occasion, Amandine. Et en fait, on franchit cette ligne à 3. Et en fait, ce passage de la ligne d'arrivée, ça a été un déclic pour moi parce que je me suis dit, ah ouais, c'est cool en fait d'arriver à se rendre compte que tu peux parcourir ces 21 km, alors sans entraînement. Je me suis dit, bon, la prochaine fois, il va falloir que vraiment je m'entraîne. Et en fait, c'est arrivé comme ça la course. Et je me suis inscrite à d'autres cours. J'ai motivé des amis à s'inscrire parce que j'ai toujours vécu un peu comme quelque chose de social pour moi. J'ai motivé des gens à aller courir sur des courses à obstacles. Donc un petit peu plus sympa que faire que de la course sur route. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis prise au jeu et de là à m'inscrire à mon premier marathon toute seule. Alors là, pour le coup, je me suis dit, si je sais courir un semi-marathon, pourquoi je ne ferais pas un marathon complet. Et pour revenir sur la partie trail exactement, c'est que en fait, la course sur route, c'était cool pour moi. Mais j'ai toujours fait de la rando en famille. Mes parents, on allait beaucoup en nature, en vacances. Et en fait, quand j'ai mis le pied là-dedans, au moment où j'ai décidé de partir en tour du monde, parce que ça a été un gros déclic, la course à pied, j'ai eu du temps pour réfléchir et je me suis dit, tiens, j'étais dans un boulot un peu compliqué. Et ça a été un peu un déclic pour me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie? La course à pied, ça m'a aidé à passer le pas et à prendre la décision de partir en tour du monde. Et j'ai participé du coup à mon premier vraiment trail au début de mon tour du monde autour de la course à pied. C'était en Afrique du Sud. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est trop cool parce que j'aime et la rando et courir. Et je me suis dit, je mixe les deux. Et en fait, quand tu sais ce que c'est la route, courir sur route, qui est vraiment un effort complexe aussi, hein, je diminue pas ça du tout parce que c'est très compliqué. Quand tu goûtes au trail, en tout cas pour moi, c'était un point de non-retour. Je me suis dit, il faut absolument que je continue et que je cours en pleine nature parce que voilà, tu as des vues à droite, à gauche à chaque fois que tu pars courir. Donc voilà un peu c'était un peu long, mais, mais voilà la genèse de pourquoi je me suis mise à la course à pied. Ok. C'était pas gagné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux tour du monde? Du coup, tu nous as dit un petit peu ce qui avait motivé cette décision. Après, j'imagine c'est quand même un petit peu d'organisation. Comment t'as décidé, enfin comment t'as organisé le départ et ensuite comment est-ce que t'as un petit peu organisé ton voyage? En fait, j'ai toujours adoré voyager. J'ai eu la chance de pouvoir partir dans quelques endroits. Alors en Europe quand j'étais plus jeune et puis après, quand j'avais les moyens d'aller un peu plus loin, j'ai pu aller découvrir quelques lieux très cool à l'étranger. Et la course à pied, pour moi, ça prenait quand même pas mal de temps dans ma vie. Parce que je trouvais que c'était un moment où j'avais une bulle à moi, je pouvais aller réfléchir, je pouvais un peu extérioriser tout ça. Et puis, en 2013, quand la course à pied a pris quand même un peu plus de temps dans ma vie, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. Je me suis dit, tiens,
Est-ce que je partirais pas en voyage, aller découvrir des lieux en courant? Sauf qu'en fait, entre l'idée de te dire ah c'est cool de faire ça, pardon, ah c'est cool de faire ça et partir vraiment, il y a un gap. Je me suis dit est-ce que c'est pas une lubie de me dire tous les lundis matins j'avais envie de me dire je pars et je quitte tout. Puis j'ai remis cette idée et en fait je décide parce que ça revenait souvent, le 1er janvier 2014, donc j'avais pas encore couru ce fameux marathon de Paris. 1er janvier 2014, j'étais pas bien, je me dis, allez, maintenant je fais la liste des pays dans lesquels je rêve d'aller et je me promets que l'année prochaine j'y vais. Et je l'ai toujours cette note. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, je fonctionne pas mal comme ça. J'écris des trucs et je me dis, voilà, je le fais. Bon, je suis pas allée dans tous les pays, hein, parce qu'en fait, il y a la théorie et la pratique. Et donc, pardon, je suis désolée. Et donc, je m'organise. Je me dis, je finis ce marathon, projet par projet. Et après, je m'organise pour partir. Comment j'ai fait? Tout simplement, pour décider un peu de mon parcours, de où je vais aller. J'ai acheté une map monde que j'ai toujours, qui est d'ailleurs dans le bureau, là, elle est juste à côté de moi. Et en fait, j'ai dessiné mon parcours en fonction des courses, en fonction auxquelles je voulais participer, parce qu'il y en avait un certain nombre. J'ai décidé aussi plus ou moins du climat dans lequel je voulais être. Par exemple, je voulais absolument passer Noël et Nouvel An en short. Enfin, c'est des trucs en fait qu'on n'a pas l'habitude de passer, en tout cas en Europe. Je me suis dit, ça serait trop cool de faire ça, d'avoir les pieds dans l'eau, être en short. Ça faisait partie des choses que je voulais faire. Et en fait, ça se fait un peu naturellement. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est combien de temps aussi je décide de partir. Et puis comme je voulais aller sur les 5 continents, je me suis dit, ok, très bien, je veux partir sur les 5 continents, je veux quand même avoir le temps de voir un peu les pays, même si ça reste rapide, mais en tout cas de pouvoir visiter ces pays-là. Puis au départ, je me dis 1 an. Puis je commence à faire le compte, je me dis, ouais, mais je vais passer en fait 4 jours par pays et puis je vais rien voir. Et puis je vais juste courir, pas rencontrer des gens, etc. Et du coup, je me dis, bon, attends, ça serait cool de partir 5 ans. J'ai attends, 5 ans. Au niveau du budget, il faut quand même s'organiser. Et puis, je regarde, je fais le point, je me dis, bon, peut-être je peux couper la poire en deux. 2 ans, ça peut le faire. Et donc, je m'organise comme ça. Je commence par le continent africain. J'ai pas parcouru en entier, hein, parce qu'il y a énormément de pays. Et sur des pays dans lesquels je suis pas allée, des pays dans lesquels c'est ok d'aller au niveau géopolitique, etc. Parce que forcément c'est des questions qui se posent. Et puis je continue mon parcours pour l'Asie, l'Australie, l'Océanie. Je remonte un peu en Asie. Et puis la deuxième année, je passais plutôt côté Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et en fait, ça se fait assez facilement, enfin facilement. Une fois que la décision est prise de m'organiser, donc on est le lendemain du marathon de Paris 2014, donc on est le 10 ou 12 avril, je pense. Là, j'active un peu tout. Je mets en place ce projet. J'essaie de continuer de travailler sur d'autres choses avant de partir pour pouvoir avoir un peu plus d'argent pour pouvoir financer mon voyage. Et dans mon voyage, ce que je fais, c'est à côté des courses, j'essaie de sensibiliser sur une cause qui est le handicap de la paralysie cérébrale. Et en gros, c'est un handicap que je découvre parce qu'une de mes amies qui court le marathon de Paris avec moi en 2014 soutient cette association. Elle est médecin, elle s'appelle Julie, et elle me dit au moment où on va chercher son t-shirt, je rencontre cette association qui est la Fondation Motrice. Et en fait, je me rends compte que ce handicap touche plus d'enfants que la trisomie 21. Et la trisomie 21, c'est un enfant sur 1000, je crois, et la paralysie cérébrale, c'est un enfant sur 500. Je me dis, mais attends, mais c'est trop bizarre qu'on n'en parle pas. Et donc, je prends ce t-shirt pour le marathon de Paris, je le cours, et après, je me dis, mais je vais voyager, je peux peut-être essayer de sensibiliser les gens sur cette cause-là. Et donc, je partage tout ça, je lance une campagne à destination de la Fondation Motrice. Et de l'autre côté, je lance une campagne, mais ça, c'est plutôt pour financer une partie de mon voyage, une campagne de crowdfunding avec cette thématique
solidaire et d'aller aussi rencontrer des femmes. Parce que je me suis dit, si je vais en tour du monde, est-ce qu'il n'y a pas des femmes dans le monde qui courent et c'est quoi leur problématique? Est-ce qu'on court pareil? Est-ce que il y a aussi des folles comme moi qui décident du jour au lendemain de quitter tout et de partir courir ou pas? Bon, tu te rends compte que tu te prends une grosse claque parce qu'en fait, nous, à côté, en tant qu'Européennes, on est à milieu des problématiques que les femmes asiatiques ou africaines peuvent comment dire, vivre sur, sur leurs conditions de vie, le fait que la course à pied, ça leur change la vie, ou le fait que la course à pied, c'est vraiment une manière de combattre, on va dire, la place, enfin, de se battre pour sa position de femme. Enfin voilà, il y a plein de problématiques comme ça, mais voilà, donc au final, pour revenir à ta question, ça s'organise assez alors, facilement. En fait, c'est un peu comme un projet qu'on voudrait développer. On se dit, bah voilà, j'ai 6 mois pour m'organiser. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et comment j'avance? Bon, j'ai juste pris un billet d'avion et j'ai rien pris d'autre. Voilà. En termes de logistique d'achat, après, je me suis dit, on verra. J'ai contacté aussi des amis amis d'amis, s'ils étaient sur place, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à voyager pour mon tour du monde. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu des craintes, que ce soit de ta part ou de tes proches, sur le fait de voyager seul? Parce que je pose la question parce que j'ai pas mal voyagé seule aussi et on me la pose assez Ah, mais régulièrement, donc je suis curieuse de connaître ton point de vue. mais c'est exactement enfin, c'est la première question qu'on pose quand tu es une femme seule qui voyage. Ouais. En gros, ça va pas être et qu'est-ce que tu as vu et la première question, c'est t'as pas eu peur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est vraiment, mais c'est parce que c'est en fait, comme tu dis, je pense que c'est des craintes des autres. Et du coup, moi, ça a été compliqué au départ. Alors, pas avec tout le monde, hein, mais les premières réactions, c'était des mots durs. Hein. Tu vas te faire violer, tu vas te faire agresser. Enfin, c'est très dur quand tu te lances dans un projet qui te tient à cœur et qu'en fait, on te lance des mots forts pour dire. Alors, c'est des peurs qu'ils ont. Euh, mais on a autant de chance en France qu'à l'étranger. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein, voilà. Après, forcément, il y a des pays plus instables où en fait c'est plus compliqué et c'est ça qui fait peur. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'est de gérer les craintes des autres. Tu vois, de devoir répondre en disant mais non, ça va bien se passer, etc. Et il y a une chose que moi je me suis déjà promis avant de partir, c'est si tu le sens pas, tu n'y vas pas. Et en fait, à partir du moment, et je pense que tu pourras me dire toi comment tu fonctionnes quand tu voyages, mais à partir du moment où tu le sens pas, tu t'en vas. Et il y a des règles de base. Enfin, en France, on ne va pas se balader à 4 heures du matin seul dans la rue. Enfin, c'est des choses, on va dire, simples, mais qui sont à appliquer dans la vie en voyage. Et en fait, si on respecte ça, il y a pas vraiment de soucis à avoir. Et au contraire, moi, je me suis retrouvée avec des gens, mais incroyablement aidants. Et en fait, c'est ça, c'est tant qu'on n'est pas parti, on ne sait pas. Et la problématique parce qu'en fait, on est nourri par ce qu'on voit, mais pas ce qu'on vit, tu vois. Et donc, forcément, il y a tout ça. Mais moi, j'ai pas eu de crainte. Moi, j'avais envie. Tu vois, c'était un besoin au fond de moi. Je me suis dit, il faut que je fasse. C'est mon truc. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, j'en reparle, je suis toujours contente. En fait, c'est un moment de ma vie. Souvent, je le dis en rigolant. Il y a des gens qui attendent la retraite pour voyager. J'ai dit, moi, c'est bon, je l'ai fait, ma retraite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, s'il y a il y a des femmes qui hésitent à voyager, enfin, faut pas avoir peur parce que ça se fait, ça se fait. Et puis d'ailleurs, je pense, je sais pas toi, mais tu gagnes en confiance de toute façon en voyageant, parce qu'en fait, t'as pas le choix, tu te débrouilles seul. Ouais, c'est ça. Donc t'avances et puis s'il y a un truc qui va pas, bah voilà, ça fait des histoires à raconter. Ouais, complètement. J'adore, j'adore sortir cette citation justement. Ça donne des histoires à raconter. Qu'est-ce que tu cherchais profondément à ce moment-là? C'était quoi un petit peu ton but profond? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu recherchais justement à travers ce voyage? Bah, en fait, c'est un peu tu vois, c'était un peu avant 30 ans, la crise de la trentaine, je pense. Non, il y avait vraiment un questionnement de chemin de vie. J'avais fait mes études,
j'avais un bon poste, je pouvais gagner bien ma vie, vraiment, je n'avais pas cette problématique-là. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment dire, l'étape d'après, c'était, tu sais, acheter une maison, etc. Enfin, tu vois, il y avait ce truc-là. Et en gros, à chaque fois, pourtant j'ai visité des appartements, et à chaque fois que je visitais un appartement, je me dis, mais en fait, il n'y a rien qui me plaît. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas. Ça va pas. Il n'y a pas de connexion avec ce que moi je veux vraiment faire. Pareil sur mon boulot, je devais prendre la direction d'une société, donc ce qui est quand même engageant, ça veut dire qu'on nous fait confiance, ça veut dire qu'on nous donne des responsabilités. Mais en fait, en courant, j'avais ce temps de réflexion. La réponse était non à chaque fois. Je ne me voyais pas faire ça. Et donc, j'avais besoin, je pense, de recentrer, de savoir ce qui pour moi avait du sens dans la vie. Et la course, enfin, il y a moi, ça a changé ma vie, vraiment. Et aujourd'hui, bah, j'en fais mon métier. Je vois en fait ce que ça apporte dans la vie. Ça apporte aussi une hygiène de vie. C'est-à-dire que si on va courir, bah, il faut qu'on fasse attention à son corps et qu'on soit en bonne santé. Et c'est des choses que j'avais délaissées. En fait, c'est comme si à un moment donné, j'étais pas dans la bonne direction. Et partir voyager, c'était pour déjà aller découvrir du monde, rencontrer des gens. J'adore rencontrer des gens, échanger. Et, euh, et au final, tu as l'impression que tu apprends plus sur les autres, mais en fait, tu apprends sur toi. Tu te fais tellement des rapports de OK, eux, ils fonctionnent comme ça, ou elle fonctionne comme ça. Moi, j'ai ce mode de fonctionnement, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce mode de fonctionnement? Parce que j'ai vécu dans un système occidentalisé, etc. Et du coup, ça te permet un peu de te recentrer, savoir vraiment ce que tu veux faire. Et ces 2 ans, tu vois, j'ai même j'ai tenté de faire une retraite Vipassana où tu ne parles pas pendant 10 jours, etc. Et en fait, je suis restée 3 jours, hein. Il y a plein de gens qui resteront 10 jours et il n'y a pas de souci, je respecte ça, hein. Mais moi, ça m'a pas convenu parce que j'étais déjà dans comment dire, dans ce processus de réflexion avec la course à pied, le voyage, etc. Et donc, j'avais déjà fait cette introspection. Donc, je pense que c'était ça que je suis allée chercher. Et puis découvrir des lieux incroyables. Il y a des lieux magiques, il y a des personnes voilà, que j'ai rencontrées peut-être 10 minutes, 3 heures et qui m'ont marqué.